Bonsoir tout le monde. Alors, mon nom est Pierre Guillour-Tubise. On va attendre encore quelques secondes. Les gens sont en train de se brancher avant de vous souhaiter officiellement la bienvenue à cette assemblée virtuelle. Alors donc, les gens sont en train d'entrer. On a plus de 240 personnes inscrites en ligne ce soir pour cette rencontre en format virtuel concernant le projet du REM dans le secteur Sainte-Dorothée et Laval-sur-le-Lac. Alors voilà, donc on peut débuter officiellement. Je me présente Pierre Guillour-Tubise, vice-président chez National. J'accompagne les gens de CDPQ Infra pour l'animation de leurs assemblées publiques et leur comité de bon voisinage pour le projet du REM. Alors ce soir, la présentation portera plus particulièrement sur les travaux en cours et à venir jusqu'au printemps 2023 autour de la future station Sainte-Dorothée et dans le secteur de Laval-sur-le-Lac. On a reçu, vous le savez, on avait jusqu'au 19 octobre pour recevoir des questions à l'avance. On en a reçu une 50aine. On les a regroupées par thématique, mais il y en a plusieurs qui vont trouver réponse dans la présentation qu'on va faire. Alors évidemment, quand on va avoir répondu à une question dans la présentation, on ne la reprendra pas. Vous n'avez qu'à écouter la présentation des prochaines minutes et vous allez avoir réponse à votre question. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont très précises et on va les entendre après la présentation. Comme je vous dis, on les a regroupées par thème. Il y a aussi des gens qui ont posé des questions concernant les stations de l'île Bigra. Alors, ce n'est pas le propos de l'Assemblée ce soir. Par contre, vous pouvez communiquer avec l'équipe responsable de ce secteur à l'adresse suivante, info@rem.info. Je répète, info@rem.info. Alors, durant la présentation, on ne peut ni vous voir ni vous entendre. Les micros et les caméras sont ouverts uniquement pour l'animateur et les présentateurs. Par contre, quand on arrivera après la présentation, de nos deux experts, vous aurez, en plus de ceux qui ont déjà envoyé leurs questions à l'avance, deux manières de poser vos questions. Vous pouvez le faire par écrit en utilisant la boîte encadrée grise que vous verrez à l'écran, poser une question ou soumettre vos commentaires. Cette boîte est située sous la fenêtre où vous voyez les présentateurs. Vous pouvez aussi choisir de poser votre question de vive voix avec caméra ouverte en cliquant sur « Prendre la parole ». Un opérateur va vérifier avec vous le fonctionnement de votre micro et de votre caméra, si vous le souhaitez, évidemment, avant de vous donner l'opportunité d'interagir avec nos experts directement. Mais ce n'est qu'après la période de présentation. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'opportunité d'être des nôtres ce soir, sachez que cette séance est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site web rem.info. Alors, toutes les questions que vous allez écrire ce soir vont être reçues par notre équipe, même si vous ne les voyez pas, vous, à l'écran dans la plateforme. Alors, nous, on les reçoit toutes et on va tenter d'y répondre au maximum. On va aller jusqu'à 20 heures. On va peut-être dépasser un petit peu, mais on ne veut pas faire une assemblée qui va durer beaucoup plus tard que 20 heures. Si jamais, en raison du volume, il y avait des questions qui n'auront pas trouvé réponse dans cette assemblée, on va donner réponse par écrit dans un document questions-réponses qui vous sera transmis puisque vous êtes un des participants ou une des participantes à cette rencontre. Alors, vous allez tous le recevoir. You can ask a question in the language of your choice. You can also access the English version of the PowerPoint presentation in the English tab. Évidemment, si vous posez une question en anglais, je vais la traduire au bénéfice de l'Assemblée. On va vous donner la réponse en anglais et je vais aussi traduire la réponse au bénéfice de l'Assemblée. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer en tout temps sur l'icône « Aide » qui est située en bas à droite et un membre de notre équipe technique vous répondra. Vous pouvez toujours également cliquer sur les boîtes à l'écran pour les grossir au besoin. Par exemple, si vous souhaitez grossir la présentation parce que vous avez une difficulté à la lire, vous cliquez sur la boîte et elle va devenir plus grande. Alors donc, ça clôt le chapitre des explications sur le déroulement et le processus de cette assemblée d'informations. Il me reste maintenant à vous présenter nos deux présentateurs experts de ce soir et à leur céder ensuite la parole.
D'abord, Mme Marie-Michel Paul, qui est directrice adjointe aux affaires publiques et relations avec la communauté pour le projet REM, et M. Giovanni Cipolla, qui est chef de l'antenne Deux Montagnes pour Nouvelle Air. Nouvelle Air, c'est le consortium qui réalise les travaux du REM. Alors donc, Marie-Michel va vous faire un bref retour sur le tracé du REM à Laval et c'est Giovanni qui va ensuite faire le point sur les travaux en cours et à venir. Alors, si ça vous convient tous, je cède maintenant la parole à Mme Marie-Michel Paul. Marie-Michel? Oui, merci Pierre. Merci à tous de vous être présentés ce soir pour une autre soirée d'information publique. C'est pas la première qu'on fait, là, vous le savez, dans votre secteur, mais on va prendre quand même quelques minutes là, pour rappeler le contexte général. Donc, dans le secteur de Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, le tracé du REM s'étale sur environ 2,5 km. On parle de voies surélevées qui sont bordées soit par des talus végétalisés ou des murs de soutènement. Et on parle d'une fréquence de passage aux 5 minutes en heure de pointe et aux 15 minutes à l'extérieur des heures de pointe. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, un petit zoom sur la station Sainte-Dorothée que vous voyez sortir de terre là, depuis déjà plusieurs mois. Donc, la construction a débuté en 2021. À partir de la station Sainte-Dorothée jusqu'à la gare centrale, on parle d'un déplacement de 34 minutes. Il y aura un stationnement incitatif d'environ 900 places, là, qui est en fait le nombre de places similaire à ce qu'il y avait auparavant avec la ligne de train EXO. Il y aura des espaces à vélo, environ 250, dont la moitié sont en milieu couvert. Évidemment, toutes nos stations sont accessibles universellement, donc pour les gens à mobilité réduite, mais aussi pour faciliter la vie des parents avec poussette. Donc, la construction avance assez rapidement. Giovanni va vous en parler un petit peu plus tard, ce qui fait qu'on va être en période de test au début de l'année 2024. La période de test, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y aura, dès le début de l'année 2024, des voitures du REM qui vont commencer à circuler sur les voies entre Deux Montagnes et Sainte-Dorothée. Donc, évidemment, au début, ce sera des voitures qui circuleront très lentement pour progressivement prendre de la vitesse. Et puis, j'en profite en fait pour vous dire qu'on reviendra vous voir un peu avant le début de la période de test des voitures avec nos experts en opération pour vraiment vous expliquer ça sera quoi les prochaines étapes puis comment va se passer donc la mise en service du REM dans votre secteur. On vise toujours donc une mise en service prévue à la fin de l'année 2024. Pour ceux et celles là, qui auront suivi l'actualité dernièrement, on a fait une mise à jour de l'échéancier sur la rive sud. Cette mise à jour-là de l'échéancier qui prévoit maintenant une mise en service au printemps pour l'antenne rive sud n'a pas du tout d'impact en fait sur la mise en service pour l'antenne de montagne, donc qui est toujours prévue pour la fin 2024. Je passe maintenant la parole à Giovanni qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus long sur les travaux qui ont eu lieu et qui s'en viennent dans votre secteur. Merci beaucoup. Vas-y, Pierre. Oui, Giovanni, la parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je vais vous présenter l'ensemble des travaux qui se passent dans votre secteur. Les travaux qui vont être couverts couvrent vraiment la portion qui rentre dans Laval près de la station de Dorothée avec le pont Rivière-des-Prairies 2 et qui se prolonge jusqu'au pont RDMI qui, lui, rentre à Deux Montagnes. Donc, on va couvrir tout ce qui est l'interstation, la station et les travaux le long du tracé. Pour ce qui est du pont ferroviaire de Rivière-des-Prairies 2, l'ensemble des travaux sur le pont sont finalisés. Donc, on s'apprête présentement à la mise en place des rails qui est présentement en cours et qui va se poursuivre jusqu'à la période de Noël. Pour ce qui est du pont ferroviaire du chemin de bord de l'eau, lui aussi, l'ensemble des travaux sur le pont sont finalisés. Il reste quelques petites interventions locales à faire au niveau des culées
existantes qui ont été conservées. Et aussi, on va procéder avec la pose du rail sur ce pont-là dans les prochaines semaines et avec la finalisation vers la fin de cette année. Le long du tracé vers la station Sainte-Dorothée, les travaux sont presque finalisés. La construction des talus sont finalisés. Les travaux de drainage sont complétés. Les fondations des murs anti-pluie permanents ont été aussi complétés. Donc, les travaux en cours et à venir sont la pose des nouveaux rails, qui est présentement en cours. Il y a l'installation des murs anti-pluie permanents qui va être faite durant la période hivernale. Puis, il y a aussi l'installation des clôtures anti-intrusion qui vont être finalisées au printemps de l'année prochaine. Pour ce qui est de la station Sainte-Dorothée, les travaux complétés sont l'installation de la structure d'acier et la construction des murs de soutènement. On a aussi commencé avec la toiture de la station. On est en train présentement d'installer l'ensemble de l'enveloppe extérieure de la station, donc tous les murs rideaux. Il y a les travaux mécaniques et électriques à l'intérieur de la station qui ont commencé et vont se poursuivre pendant la prochaine année. Et il y a aussi les aménagements extérieurs, le stationnement, l'aménagement paysager, finition autour de la station qui vont se faire en fin 2023. Pour ce qui est des rues avoisinantes, les travaux complétés sont la mise en cul-de-sac de la rue Graveline. Donc, la rue Graveline a été fermée de façon permanente pour être capable d'avoir une continuité dans la voie ferrée. Il y a le raccordement de l'avenue des Bois avec le chemin bord de l'eau qui a été complété aussi. Les travaux à venir sont le retrait du sentier temporaire qui relie Terrasse de Fontenelle à l'avenue des Bois et les travaux de bordure et de pavage final sur Terrasse de Fontenelle qui devraient se passer dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de le réalignement de la rue Gobeil, Marie-Michel, je te laisse présenter les travaux. Oui, vous demandez peut-être pourquoi c'est moi qui présente ces travaux-là. En fait, ce sont des travaux qui seront complétés par REM et non pas par Nouvelle Ère. Donc, on va procéder au réalignement de la rue Gobeil pour la connecter de façon sécuritaire avec l'avenue des Bois. Donc, il y a des travaux qui ont déjà été faits, c'est-à-dire qu'on a déjà procédé à la coupe de la végétation, pour procéder au réalignement. Ce qui s'en vient, ce sont les fouilles archéologiques là, qui vont se faire très prochainement, qui vont durer quelques jours. Ensuite, on va procéder au déplacement des utilités publiques pour finalement faire la démolition et le réalignement de la chaussée au printemps 2023. Donc, en ce moment, il y a pas de travaux en cours, mais les activités vont venir prochainement. Merci, Marie-Michel. Donc, le long du tracé entre la station Sainte-Dorothée et le pont de la rivière des Mille-Îles, les travaux complétés sont les travaux de drainage, la construction des murs de soutènement et des talus, la mise en place des fondations des murs anti-bruit et l'installation des clôtures anti-intrusion. Qu'est-ce qui reste à venir? C'est la pose des nouveaux rails et la mise en place des murs anti-bruit qui va s'effectuer durant la période hivernale. Pour qu'est-ce qui est de l'abaissement des chaussées sur Laval-sur-le-Lac, c'est vraiment la zone qui est impactée, c'est le bout de la rue des Peupliers et avec l'intersection de la rue Les Érables. Donc, on vous a déjà présenté dans le passé qu'il y a un décaissement de la rue Les Érables d'approximativement 2,4 mètres au point le plus bas. En raison de ce décaissement, il faut changer le profil de la rue des Peupliers pour venir se raccorder avec la rue des Érables. Donc, les travaux ont débuté cette année. Il y a une prolongation de l'échéancier des travaux. Après que la conception a été finalisée pour les travaux de cette intersection-là, il y a un arrosement d'une portion de la rue des Érables requis par la Direction générale des barrages qui est arrivé après que les travaux ont débuté. Ce changement a demandé l'obtention de permis gouvernementaux additionnels qu'on n'avait pas à ce moment-là et le déplacement supplémentaire d'utilité publique selon la disponibilité des compagnies des services publics qui a été causé par cette modification. Donc, pour la rue des Peupliers, ça n'a pas vraiment d'impact. Les travaux ont continué. Donc, les travaux complétés, c'est vraiment les travaux d'excavation, les travaux de relocalisation d'aqueducs et de conduite pluviale et le profilage de la rue. Les travaux à venir en 2023 sur les travaux de bordure et pavage
et la relocalisation des fils aériens vraiment au bout de la rue avec l'intersection avec la rue des Érables. Cette relocalisation-là devait avoir lieu cette année, mais en raison des travaux, en raison de la modification, bien, cette relocalisation-là va avoir lieu en 2023. Pour ce qui est de la rue des Érables, les travaux de relocalisation d'aqueducs et d'égouts sont complétés. L'excavation est complétée elle aussi. Les travaux à venir avant la fin 2022 sont la relocalisation, la construction de toute la portion souterraine de la nouvelle localisation des utilités publiques. Et les travaux qui vont être effectués en 2023 sont le tirage de câbles, la construction des murs de soutènement, le terrassement et les travaux de bordure et de pavage pour la finalisation de la rue. Pour ce qui est du pont ferroviaire Rivière-des-Mille-Îles, le lanceur a été démobilisé. L'ensemble de l'installation des poutres a été finalisé cette année. Donc, présentement, on s'affaire avec les travaux de finalisation de ce pont-là. Qu'est-ce qui reste à venir? C'est vraiment l'installation des garde-corps sur la structure du pont, la pose des nouveaux rails qui devraient débuter vers la fin novembre, début décembre, et la construction des murs de soutènement aux approches du pont. Donc, ça fait le tour de la présentation de l'ensemble des travaux. Michel, je te laisse la parole. Oui, donc, un petit rappel des outils qui sont à votre disposition pour communiquer avec nous. Donc, évidemment, sur notre site web, toute l'information est regroupée au même endroit, l'information sur les travaux. Donc, reminfo/Rive-Nord. Vous pouvez vous abonner aux infolettes dans notre secteur et nous joindre en tout temps là, par courriel ou au numéro de téléphone que vous voyez dans la diapositive. C'est Judith Gendron qui est la gestionnaire relations avec la communauté dans votre secteur là, qui fait les suivis pour ceux et celles qui communiquent régulièrement avec nous. Et finalement, vous pouvez consulter la carte info travaux là, sur le site web du REM. Merci beaucoup. Merci, Mme Paul. Merci, Giovanni. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une petite interférence là, dans le micro de Mme Paul. On essaie de régler cet enjeu-là. Mais sinon, on vous entend bien, mais il y a quand même quelques bruitages, je ne sais pas. On excuse. Mais donc, on va essayer de régler cette petite problématique. Alors, on arrive maintenant à la période des questions reçues d'avance au 19 octobre. Comme je le disais tout à l'heure, on les a regroupées par thème. Il y en a pour lesquelles on vient de donner la réponse, donc on ne les reprendra pas. Mais on va commencer, on en a une vingtaine. On va commencer par celle-là avant d'ouvrir les lignes pour vos questions, soit écrites ou soit à la caméra si vous le souhaitez. Alors, avant de débuter, sachez que nous avons reçu quelques questions qui concernent les mesures d'atténuation liées à l'interruption de service du train de la ligne 2 Montagne. Étant donné que ça relève de la responsabilité de Mobilité Montréal, ces questions-là, notre équipe de relations avec la communauté va prendre contact directement avec les personnes qui les ont posées pour les guider vers les bonnes ressources. Alors donc, je commence cette liste de questions reçues avant le 19 octobre. Les premières sont pour Giovanni Tupola. Ce sont des questions qui concernent les travaux en cours. Alors, plusieurs personnes, dont Sylvain Gratton, Carole Lalonde, se demandent quand la rue des Érables sera-t-elle réouverte et pourquoi un tel retard? La réouverture était, semble-t-il, prévue pour l'automne 2022. Alors, Giovanni, qu'en est-il? Bon, la réouverture est prévue maintenant pour le mois de juillet 2023. Le rehaussement d'une portion de la rue Les Érables requis par la Direction générale des barrages survenu tardivement après la conception de la rue a causé ce retard-là. Ainsi, l'échéancier a été ajusté afin d'obtenir les permis gouvernementaux additionnels et les déplacements supplémentaires d'utilité publique selon la disponibilité des compagnies de services publics. Alors, merci Giovanni pour cette réponse. Monsieur Pierre Despatie, pour sa part, demande « Serait-il possible d'avoir un accès piétonnier et vélo pour le printemps prochain? Cela serait très facile de délimiter un passage nous permettant d'avoir accès au barrage. » Alors, est-ce qu'il y a un accès piétonnier et vélo prévu?
Après analyse au terrain, il est impossible de mettre en place un chantier piéton pendant la tenue des travaux, compte tenu de la configuration de la rue qui aura 2 niveaux d'élévation différents, en plus des équipements sur place qui sont en mouvement. Il faut comprendre, comme je vous expliquais tantôt, nous autres, on construit tout ce qui est les nouvelles infrastructures pour les utilités publiques et il y a les infrastructures existantes qui sont en place. Ces 2 infrastructures ne sont pas au même niveau en raison du décaissement de la rue. Donc, jusqu'au moment où on ne transfère pas le câblage dans les nouvelles infrastructures, on va avoir 2 niveaux de rue, ce qui rend impossible d'ouvrir un chemin qui passe à travers le chantier. La sécurité du public, des équipes et des équipements est une priorité pour Nouvelle-Ère. L'analyse démontre qu'aucun passage piéton ne peut être aménagé dans la configuration actuelle et à venir de ces travaux-là. Merci beaucoup, Giovanni. Quelques autres questions pour vous. Celle de Jean Lafortune. Alors, bonjour, dit-il. Qu'est-ce qu'un massif électrique? Il se pose la question. Qu'entend-on par reprofilage de voies? Est-ce que le pont piétonnier vers Deux-Montagnes sera déneigé adéquatement cet hiver pour faciliter le passage des marcheurs qui ne peuvent plus continuer sur les érables au-delà de la voie ferrée? Alors, 3 questions. D'abord, c'est quoi un massif électrique? Pour la première question, un massif, c'est qu'est-ce qu'on construit sous terre pour être capable de faire passer le filage. Un massif, c'est des gaines protectrices qui eux-mêmes sont enrobées de béton. Donc, on vient excaver dans la rue, on vient faire un coffrage, on met des conduites et on les enrobe de béton. Puis, une fois que la rue est finalisée, on vient tirer les nouveaux câbles à travers ces massifs-là pour être capable de les faire cheminer du point A au point B de manière souterraine. Pour ce qui est du reprofilage des voies, cela consiste à rectifier et régulariser le profil d'une route. Donc, en raison des nouvelles élévations qu'on doit mettre en place, on vient faire un reprofilage, donc on ajuste les pentes pour la visibilité et les distances de freinage. Puis pour ce qui est du déneigement du pont piétonnier vers Deux-Montagnes, celui-ci ne fait pas partie de la zone de chantier et n'est pas sous la responsabilité de Nouvelle-Ère. Vous avez gelé un petit peu, Giovanni, là, si je comprends bien, votre phrase a été coupée, donc ça ne fait pas partie de la quoi, vous avez dit? Ça ne fait pas partie des responsabilités de Nouvelle-Ère. OK. Ça ne fait pas partie du chantier de Nouvelle-Ère. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Jean-François Labbé et Lucie Lavoie avaient aussi des questions similaires. Est-ce que le passage piéton actuel sous forme d'escalier en bois entre Terrasse de Fontenelle et l'Avenue des Bois, est-ce que ce passage-là, piéton, sera maintenu, déneigé et déglacé cet hiver? Va-t-il également être transformé en quelque chose de permanent? Alors, qu'en est-il de ce passage piéton actuel? Bon, le passage piéton actuel sous forme d'escalier en bois sera retiré de manière permanente avant l'arrivée de l'hiver. Il va y avoir aussi un effaçage du marquage qui est présentement sur la chaussée. Pour ce qui est de la piste multifonctionnelle reliant Terrasse de Fontenelle jusqu'à la station Sainte-Dorothée, sera accessible seulement à la mise en fonction de la station, prévue pour 2024. Donc, quand vous dites que ce sera retiré, c'est dans les prochaines semaines. Exactement, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Question de Rita Cabot-Terrien. De quoi est fait la clôture à Laval sur le lac, près des rues Les Plaines, et quelle en est la hauteur? Alors, c'est quoi le matériau de cette clôture-là, Giovanni? C'est une clôture en acier qui est galvanisée pour assurer la longévité de la clôture et recouverte d'une peinture noire. La hauteur de la clôture, c'est une clôture qui fait 2,4 mètres de hauteur. Merci beaucoup. Autre question. Quand prévoyez-vous avoir terminé la gare de Sainte-Dorothée? C'est une question de François Beauvais. Giovanni? Bon, pour la complétion de la station, d'ici l'ouverture du REM, il va y avoir plusieurs étapes qui vont s'effectuer en termes de construction à l'intérieur de la station. Donc, présentement, nous autres, on est en train de tout finaliser, qu'est-ce qui est l'enveloppe de la station. On va faire tout ce qui est l'électromécanique à l'intérieur de la station. Et au fur et à mesure que ces travaux-là progressent, après ça, il va y avoir une remise de la station à l'opérateur qui est GPMM. Et le GPMM, lui, aura aussi des travaux à faire à l'intérieur de la station. Et ces travaux-là vont se poursuivre jusqu'à la mise en fonction du REM qui est prévu à la fin 2024.
Alors, Giovanni, j'en ai encore 4 autres pour vous. Après ça, je vais passer à Marie-Michel Paul. Alors, d'abord, celle de Daniel Borzua, qui veut savoir pourquoi les lampadaires de l'avenue des Bois, près de chemin de fer, ont-ils été remplacés par d'autres qui sont aussi hauts, toujours dirigés vers nos maisons, donc qui éclairent à l'intérieur encore une fois. Elle a dit, c'est à n'y rien comprendre. Alors, qu'en est-il de ces lampadaires, Giovanni? Bon, l'éclairage est positionné du côté ouest de l'avenue des Bois afin d'installer des lampadaires à potence double. Donc, on a des lampadaires où on a deux luminaires sur la potence, qui permet d'éclairer à la fois la piste cyclable et la route. Ce type d'installation permet généralement d'optimiser l'éclairage de chacune des zones et de minimiser le nombre de lampadaires dans le secteur. Les parties supérieures des lampadaires ont été changées pour assurer un angle de diffusion plus petit, mais aucun compromis ne peut être fait sur la sécurité compte tenu de la présence d'une nouvelle intersection routière à cet endroit. Donc, il se peut qu'il y ait de l'éclairage qui te rende aussi vers les maisons, mais c'est d'abord la route qu'on vise pour la sécurité. Hein? Exactement. Là, présentement, là, il y avait des têtes qui avaient été installées. Donc, on est venu modifier les têtes pour être capable de mettre des têtes avec un angle de diffusion qui est plus petit par rapport à ce qu'il y avait en place il y a quelques semaines. OK. Merci beaucoup. Une question de Christian Sigouin. Allez-vous demander aux camions de ralentir sur la rue Les Peupliers? Alors, il doit y avoir des problèmes de vitesse, j'imagine, selon M. Sigouin. Le message a été passé. Le responsable du camionnage a fait des rappels au constat aux fournisseurs de camions. Donc, ceci a déjà été adressé par notre responsable. Par ailleurs, quelques chantiers privés sont en cours dans le secteur, ce qui occasionne un passage de camions accru qui pourrait occasionner un manquement aux règles de la sécurité routière aussi. Vous dites, pour votre chantier, vous avez fait les rappels, mais il y a aussi des chantiers privés. Là. Ça, on a moins de contrôle là-dessus, c'est ça? Effectivement, effectivement. Merci beaucoup. Question de François Simard. Bonjour. Est-ce que l'acier du pont nord de l'île Pigra qui relie l'île à Laval sera peinturé? Il me semble qu'au départ, les ponts devaient être vert pomme comme le REM. Est-ce que ça va être peinturé vert pomme? Non, il ne sera pas peinturé. L'acier atmosphérique a été sélectionné afin de se marier aux couleurs du pont déjà qui était en place. On appelle ça l'acier atmosphérique. Atmosphérique, oui. C'est un acier qui est à son état naturel et avec l'exposition aux intempéries, rouille, et c'est la rouille qui fait la couche protectrice qui remplace un petit peu la peinture. OK. C'est comme ça que ça se fait. Merci beaucoup. Dernière question pour vous, pour le moment, Giovanni. Quand est prévu l'ensemble des caténaires, les structures qui tiennent les fils, alors quand est prévu l'ensemble des caténaires sur l'antenne 2 montagnes? Donc, on va avoir un début d'installation de l'ensemble des poteaux qui va se faire durant la période hivernale qui s'en vient actuellement. On va juste attendre au printemps pour tout ce qui est le tirage de cordes parce qu'on doit être à une certaine température on ne peut pas le faire durant les périodes froides. On doit attendre une température minimale pour être capable de commencer à faire le déploiement de l'ensemble des caténaires sur les poteaux. Merci beaucoup. Alors, Giovanni, ça va être maintenant au tour de Marie-Michel de prendre quelques questions. J'en profite pour rappeler que vous pouvez, si vous avez des questions que vous voulez nous envoyer par écrit, vous pouvez, en cliquant sur le petit onglet, là, poser une question. Vous pouvez le faire. On en a déjà quelques-unes qui sont entrées. On va les prendre tout de suite après. J'en ai une dizaine d'autres qui nous sont parvenues avant le 19 octobre. Alors, commençons. Quelques questions, Mme Paul, sur le REM en opération. Alors, une question de Claude Trudel. Quel est le niveau de décibels d'un train qui part? Oui, c'est une excellente question. J'en profite pour dire que j'ai changé de micro. Vous me direz si vous trouvez que ça fait une différence ou pas. Donc, il n'existe pas une seule réponse à cette question-là. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte là, quand on parle du bruit généré par le REM. Donc, la vitesse, effectivement, s'il est à l'arrêt, s'il arrive en station, mais aussi la topographie du lieu, si le train circule en tranchée, au sol, en aérien, le secteur environnant, le bruit qui était déjà présent dans le secteur. Donc, c'est tous des paramètres qui sont pris en compte pour déterminer le bruit
que fait le REM en opération. Donc, il n'y a pas une réponse quand le train est arrêté, c'est tel bruit que vous allez percevoir. Ceci dit, il y a une modélisation sonore qui a été faite par nos experts. Cette modélisation-là, elle est disponible sur notre site web. Il y a des points de mesure qui ont été pris sur l'ensemble du tracé et c'est possible à ce moment-là d'aller sur le site web, de consulter la modélisation et pour les secteurs qui vous intéressent, aller voir quelles sont les prévisions de bruit pour ce secteur-là. Puis vous allez voir aussi que tout le bruit du REM est encadré par un décret environnemental auquel on doit se conformer. Donc, il y a des endroits sur le tracé où il y aura des murs anti-bruit quand nos modélisations nous démontrent qu'on va dépasser les critères qui sont mis en place par le gouvernement. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller voir sur le site web les modélisations pour bien cibler le secteur qui vous intéresse. Puis, si c'est pas clair, là, il n'y a pas de souci d'appeler au numéro que j'ai présenté tantôt là, pour obtenir de l'aide pour aller fouiller dans l'étude de modélisation sonore. Merci beaucoup. Alors, autre question, plusieurs personnes, dont José Laberge, nous demandent quand ils pourront prendre le REM et s'il est possible de s'asseoir dans les futurs wagons du REM comme avant. Alors, oui, ben, petit rappel, donc le REM va être mis en service à la fin de l'année 2024. Il va être effectivement possible de s'asseoir dans les futures voitures du REM. Donc, le REM, c'est une technologie qui est celle d'un métro léger automatisé. Donc, la configuration ressemble un peu aux voitures de métro qu'on a à Montréal. Donc, il y a 128 places assises par départ en heure de pointe. Ça, c'est quand il y a 4 voitures qui sont jumelées ensemble. Il y a 64 places assises à l'extérieur des heures de pointe. Donc, lorsque 2 voitures sont jumelées ensemble. Et puis, je vous invite aussi à aller consulter le site web là, où vous pouvez vraiment avoir un aperçu de à quoi ressemblent des voitures, la configuration à l'intérieur là, pour voir comment sont positionnées ces places assises-là. J'en profite pour vous dire que votre micro marche mieux que l'autre, mais il y a quand même tant mieux. un grichement, mais bon, rien n'est parfait. Mais c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup de l'avoir changé. José Laberge et Rita Cabot-Terrien posent la question de la fréquence du train. À quelle fréquence passera-t-il? De quelle heure à quelle heure? Alors, c'est l'occasion pour nous de faire un petit rappel. Allez-y. Ouais. Donc, sur la fréquence, là, on parle aux 5 minutes en heure de pointe du matin et d'après-midi. Donc, 6h30 à 9h30 à peu près, c'est variable, la période de pointe. 15h30 à, mettons, 18h, là, ça peut varier, là, mais donc les heures de pointe. Et donc, aux 15 minutes à l'extérieur des heures de pointe. Et le REM va être en opération 20 heures par jour. Donc, à partir d'environ 5h30 le matin jusqu'à 1h, 1h30. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce rappel. Alors, comment le stationnement sera-t-il géré, considérant notamment les voyageurs qui prendront le train vers l'aéroport? C'est une question de Mélanie Martel. Oui, effectivement, les stationnements, en fait, sont réservés aux utilisateurs du REM, mais aux utilisateurs quotidiens du REM. Donc, les stationnements sur l'ensemble du réseau sont gérés par un gestionnaire externe. Il va être possible de réserver des places de stationnement payantes dans à peu près tous les stationnements du réseau. Donc, environ 30% des places de stationnement seront des places tarifiées qui sera possible de réserver soit à la journée ou mensuellement. Mais donc, il n'est pas prévu de pouvoir se stationner de façon de faire des stationnements longue durée, là, justement, pour se rendre à l'aéroport et laisser sa voiture 2 semaines au stationnement. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question, celle de Carole Ménard. Aux immenses murs de béton qui cachent notre... Pardon? Oh. Marie-Michel, je pense que votre image est gelée. Est-ce que vous m'entendez encore? Alors, non, manifestement. Donc, je vais vous laisser vous reconnecter. Je ne sais pas si vous m'entendez, Pierre, mais je suis gelée. Je propose qu'on pose des questions à Giovanni. Je me déconnecte puis je me reconnecte.
Bon, ben alors, c'est exactement ce que j'allais faire. Alors, OK? en attendant que vous vous reconnectiez. Alors, Giovanni, sur ma liste, vous avez... je ne vois pas de questions qui s'adressent à vous. Peut-être qu'on pourrait en avoir qui sont des questions posées par le public. Alors, si ma collègue Judith peut nous les pousser à l'écran, laissez-moi voir. Moi, j'ai la première question de Joël Tremblay. Giovanni, j'ai un petit problème à mon écran. Je ne les vois pas. Ah. Alors, est-ce que tu la vois, Giovanni, cette question-là? La première question, c'est... Voilà. C'est arrivé. Alors, question de Louise Auclair. Concernant les tuyas qui ont été plantés la semaine passée, Giovanni, Mme Auclair dit qu'elle n'a pas vu des gens qui les arrosaient, alors qu'évidemment, ils ont besoin de d'eau en automne. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la plantation de ces tuyas? Oui. Malheureusement, il y a eu un manque de communication avec l'entrepreneur qui est venu planter les cèdres sur l'avenue des Peupliers. Il a planté les mauvaises plantes. Donc, on est présentement à s'affairer pour être capable de remplacer ces cèdres-là pour planter des cèdres qui sont plus grands. Une fois que les nouveaux cèdres vont être plantés, effectivement, on va passer pour être capable d'arroser les nouveaux cèdres pour être capable d'assurer leur pérennité. Merci beaucoup. Est-ce que notre amie Marie-Michel est maintenant rebranchée? Oui, je suis de retour. Bon, voilà, Désolée pour cette petite confusion. Correct. Alors, aucun problème. On va reprendre la liste des questions là où on était rendu. Alors, donc, je reviens à cette liste. Une question de Mme Ménard qui disait aux immenses murs de béton qui gâchent notre environnement, vous avez ajouté d'horribles clôtures de métal qui aideront les intrus à s'y agripper au moyen d'un crochet pour grimper et parfaire leur tag, leur graffiti, quoi. À quoi d'autre serviront ces clôtures? Alors, donc, pose la question, dans le fond, de est-ce que ça protège vraiment contre les intrusions? Oui, c'est des clôtures anti-intrusion pour dissuader l'accès à notre emprise. Elles ont été conçues là, à cette fin-là. Mais les clôtures font partie comme d'un ensemble de mesures qui vont être déployées aux abords du tracé pour prévenir les intrusions, notamment des systèmes de caméras de sécurité et des systèmes de détection des intrusions. Donc, les clôtures sont une mesure additionnelle. Merci beaucoup. Alors, une autre question, celle-ci posée concernant lorsque les travaux seront exécutés, qu'adviendra-t-il des stationnements au bout de l'avenue des Bois et sur la rue Antoine-Dalmas? Maintenant, des espaces pour des matériaux et des travailleurs. Alors, qu'en est-il de ces espaces-là dans le futur, Mme Paul? Oui, ces stationnements-là font partie de l'offre de stationnement qu'il y aura à la mise en service, donc ils font partie du stationnement incitatif. Ah, bon, d'accord, merci beaucoup. Une autre question, est-ce que vous envisagez un trottoir pour les piétons ou une route pour les vélos pour le pont qui fait la connexion entre Laval et Montréal? Sur le pont, j'imagine? Oui. Ouais, ça, c'est une question qui est très populaire et qui revient de soirée d'information en soirée d'information. Les discussions sont en cours avec les autorités municipales impliquées dans un futur projet. Donc, dès que possible, on pourra venir faire état de la suite de ces discussions-là. Je comprends que ce n'est pas ce soir qu'on va avoir un scoop. Non, ce n'est pas ce soir qu'on va avoir un scoop. Merci beaucoup. Alors, une question de Nourek Bahaban. J'habite à Mont-Laval, à l'extrémité ouest du boulevard Saint-Martin. Sachant que c'est le terminus de 3 lignes d'autobus, la 56, la 144, la 66, est-ce qu'il y aurait une ligne d'autobus vers la station Sainte-Dorée? De plus, est-ce qu'il y aurait des boîtes sécurisées d'entreposage de vélos à la station comme on en trouve en Hollande?
Oui, donc pour la première partie de la question, en fait, toute la planification des trajets d'autobus relève soit de la RTM ou de la STL, dépendamment du secteur. Donc pour Laval, vous pouvez effectivement vous adresser au service de transport de Laval pour avoir plus d'informations. En ce qui concerne les espaces à vélo, on a des supports à vélo qui sont de type traditionnel. Il y aura un certain nombre de ces espaces à vélo-là qui seront en milieu couvert. Ceci dit, il n'est pas prévu d'avoir des boîtes là, comme monsieur fait référence. Merci beaucoup. Une autre question, celle de Daniel Politique et de Dan Onita. Quel sera le prix de l'abonnement pour prendre le REM? Allons-nous utiliser les nouveaux wagons? Est-ce que l'échéancier de départ va changer? Bon, donc. Oui. En ce qui concerne la tarification, c'est vraiment une responsabilité de la RTM, donc l'Autorité régionale de transport métropolitain. Mais je me suis permis, là, aux fins de l'exercice, de faire une petite recherche dans leur nouvelle grille tarifaire qui est donc disponible sur leur site Web. Puis pour vous donner un exemple. Donc, à titre d'exemple, si vous prenez une passe mensuelle pour les zones A et B, donc Montréal et Laval, la passe mensuelle est de 150 $ et à prix réduit 90 $. Donc, c'est le même. Ça, c'est la passe tout mode qui vous permet à la fois de prendre le REM, le métro, les autobus, le train. Dans le fond, fait que nous, comme le REM n'est pas encore en opération, pour l'instant, ce tarif-là inclut pas le REM, mais dès que le REM sera en opération, il va s'intégrer à cette grille tarifaire-là. Donc, n'hésitez pas non plus à aller consulter là, sur le site de la RTM. Toute l'information est disponible là, sur les grilles tarifaires. En ce qui concerne la question sur les wagons, là, que nous, on appelle des voitures, en fait, juste pour être sûr que j'ai bien compris la question, là, à titre de rappel, en fait, toute l'antenne de montagne est convertie en ligne de métro léger automatisé. Donc, c'est ces nouvelles voitures-là, les voitures du REM, qui vont circuler sur l'antenne de montagne. Donc, c'est terminé finalement les wagons d'Exo. Et en ce qui concerne les horaires, ben, c'est la même chose. C'est un nouveau mode de transport de métro léger. Donc, comme on a mentionné plus tôt, aux 5 minutes en période de pointe, aux 15 minutes à l'extérieur des heures de pointe. Donc, c'est fini les horaires aussi de train d'Exo. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Est-ce que le REM va ouvrir même si le tunnel en dessous du Mont-Royal n'est pas encore terminé? Alors, il y a plusieurs personnes, là, dont Nathan Gagné, Shirley Taïna Gaston, Jeffrey Constantin, qui ont posé cette question-là par rapport au tunnel du Mont-Royal. Mm-hmm. Donc, ben, le REM va être mis en service en 2 phases. La première phase, c'est celle de l'antenne Rive-Sud, là, entre la station terminale Brossard et la gare centrale. Ce tronçon-là va être mis en service au printemps prochain, puis le tracé ne passe pas dans le tunnel du Mont-Royal. Après ça, le reste du tracé va être mis en service à la fin 2024. Puis effectivement, c'est impératif qu'on ait terminé tous les travaux du tunnel du Mont-Royal pour pouvoir mettre le reste du tracé en service. Là, ceci dit, ce sont des travaux qui ont avancé, qui ont en fait beaucoup avancé au cours des derniers mois. Puis les périodes plus critiques là, de travaux dans le tunnel du Mont-Royal sont derrière nous. Donc, on vise toujours cette mise en service-là à la fin 2024, mais la condition est effectivement la fin des travaux dans le tunnel. Merci beaucoup. Question de Justine Girard. Est-ce que le service d'autobus 26 sera augmenté en heures de pointe et est-ce que le stationnement disponible sera payant? Donc, un peu comme la réponse de tantôt, tout ce qui est autobus, je vous invite à communiquer avec la Société de transport de Laval, qui sont vraiment les mieux placés pour y répondre. Concernant le stationnement, là, effectivement, là, il y a 30 % à peu près des places qui seront payantes. On pourra plus, quand on reviendra parler là, du REM en opération, rentrer plus en détail dans ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, ça fait le tour, Giovanni et Marie-Michel, des questions qu'on avait reçues d'avance avant le 19 octobre. On a quelques questions qui sont posées par les gens
par écrit. On va en prendre quelques-unes. On n'en a pas des tonnes. Je rappelle aux gens, si vous êtes à l'écoute, que vous pouvez utiliser l'onglet qui vous permet de poser une question par écrit ou bien l'onglet qui vous demande de prendre la parole. C'est vraiment à votre choix. Et on va prendre quelques questions qui ont été posées par écrit. Alors, d'abord, la première, celle de Joël Tremblay, qui pose la question. Il a répondu, je crois, au début, mais allons-y de nouveau. C'est quand que le REM à Sainte-Dorothée va être en fonction? Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir embarquer dans le REM Sainte-Dorothée? Alors, Marie-Michel? Oui, à la fin, donc, de l'année 2024. À la fin de l'année 2024. Merci beaucoup. Alors, on a aussi une question de Louise Auclair. Votre bâtiment ou la gare est situé très imposant, la gare de Sainte-Dorothée, en plus d'être vitré. Sachant qu'il y a 42 millions d'oiseaux qui frappent les murs ou les édifices en vitre, j'imagine que c'est, je ne sais pas c'est où, là, cette statistique, mais c'est dans un grand territoire. Alors, la question, est-ce que vos vitres ont des motifs pour brouiller la réflexion des fenêtres, comme celle installée à la nouvelle halte routière de Lavaltrie? Oui, effectivement, il y en a à Lavaltrie, il y en a ailleurs aussi. Alors, Mme Auclair, qu'en est-il, Mme Paul, de ces zones vitrées dans les stations du REM et celle à Sainte-Dorothée en particulier? Ben, je ne pourrais pas comparer effectivement avec la halte routière de Lavaltrie, mais ça a été effectivement pensé au niveau de la conception. Donc, on emploie du verre frité, qu'on appelle, où il y a des motifs qui fait que les oiseaux vont distinguer en fait qu'on n'est pas dans un... donc, on n'est pas qui vole pas dans le ciel. Là. Donc, ça a été pensé, puis avec nos experts en environnement et les groupes de défense des droits des oiseaux. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a eu des consultations à ce sujet. On appelle ça du verre, vous devez dire frité? Du verre frité. Frité comme une... Donc, dans le fond, il y a un motif dans le verre qui permet que ça ne soit pas... Oui, une texture. Ce sont des lignes, soit verticales ou horizontales. Qui empêche que ces accidents-là avec les oiseaux se produisent dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Exactement. Autre question de Mme Auclair. Quand pourra-t-on passer au bout de la rue Les Peupliers si ce n'est pas en décembre 2022? Alors peut-être Giovanni sur cette question-là? Non, effectivement, comme expliqué tantôt, en raison du changement du profil de la direction des barrages, l'accès va seulement être possible en juillet 2023. Merci beaucoup. Alors, Mme Auclair, ça répond à votre question. Question de M. Robert Proux. Bonjour, est-ce que le nombre de places de stationnement sera équivalent à celui de 2020? Alors, peut-être Marie-Michel? Oui, la réponse est oui. Le nombre de places de stationnement est équivalent à la situation avant les travaux. OK. Est-ce que c'est un peu ça la règle un peu partout sur le tracé du REM ou c'est particulier? Non, c'est la règle un peu partout sur le tracé du REM à quelques exceptions près, là, mais on tente de ne pas toucher aux places de stationnement incitatif. D'accord. Question de Roger Lagacé, je pense que c'est pour Giovanni. À quel moment le pont piétonnier passant au-dessus de l'avenue des Bois sera-t-il ouvert? Donc, le passage piétonnier qui passe par-dessus l'avenue des Bois sera ouvert en même temps que l'ouverture de la station, donc en 2024. Merci beaucoup. Question de Noraïk Baaban, qui avait posé aussi une question tout à l'heure. Alors, il nous dit « Bonjour, quel est l'aménagement des pistes cyclables à l'intersection des rues Les Érables, Les Peupliers et le barrage du Grand Moulin? Est-ce qu'il suivra le design de l'aménagement préexistant avant les travaux dans ce secteur? » Alors, Giovanni, est-ce que tu as la réponse à cet aménagement de piste cyclable? Il y a un déménagement de la piste cyclable quand on arrive de la rue des Peupliers pour être capable de se diriger vers le barrage. Une fois qu'on a passé où est-ce qu'il y a le barrage, il y a une nouvelle configuration qui a été mise en place durant la période de nos travaux. Donc, la nouvelle
la nouvelle piste cyclable va se marier avec ce qui est existant actuellement pour être capable d'assurer la continuité des cyclistes. Merci beaucoup. Question de Lucie Lavoie. Elle dit, est-ce que j'ai bien compris 128 places assises entre deux montagnes et la gare centrale? Il me semble que c'est peu. Non? Alors, donc ça, c'est pendant l'heure de pointe, Marie-Michel, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure? Oui, donc en fait, c'est que c'est 128 places, là je me souviens plus si c'est le chiffre que j'ai donné tantôt, 128 places à chaque 5 minutes. Là. Donc on est dans une technologie qui est vraiment différente des trains d'Exo, où là, ce qu'on avait, c'était des gros trains qui pouvaient déplacer un nombre important de personnes en même temps, mais de façon moins régulière. Là, ce qu'on a, c'est une technologie vraiment de type métro, donc des plus petites voitures, effectivement, moins de places assises, mais avec une beaucoup plus grande fréquence. Donc, à toutes les 5 minutes, effectivement, il y a comme 128 places assises. Ceci dit, on a fait toute une fiche d'information à ce sujet-là, le nombre de places assises dans le REM et qui fait un comparatif avec l'antenne de train de montagne. Puis dans le compte rendu, on pourra mettre le lien là, vers ces fiches d'information-là là, qui donnent vraiment beaucoup plus de détails. Merci. Et c'est effectivement le chiffre que vous aviez dit tout à l'heure, 128 en heure de pointe, 64 à l'extérieur des heures de pointe. 64, c'est quand il y a deux voitures attachées ensemble et 128, quand il y en a 4. Et je me souviens aussi d'avoir entendu dans des assemblées précédentes qu'il y a toujours de la capacité résiduelle. Jamais on se rendait compte qu'il y a des besoins. Ce réseau-là est capable d'en prendre plus. Oui, c'est-à-dire que les places assises, mais les voitures peuvent prendre beaucoup plus que 128 personnes à chaque 5 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des places assises, il y a des places debout. Donc, c'est à peu près 600 personnes à l'heure de pointe là, par départ. Mais là, la question était comme plus sur les places assises. Exact. Et quand on parle de capacité résiduelle, il y a aussi la possibilité un jour d'ajouter des voitures si jamais les besoins... D'augmenter la fréquence, effectivement. Exactement. Alors, merci, Mme Lavoie, pour votre question. J'ai Christian Sigouin qui se demande ce qu'on va faire pousser sur le talus, la partie qui est visible de la rue Les Peupliers à la sortie du pont et qui traverse la rivière des Mille-Îles. Les pentes semblent trop raides pour que des végétaux autres que des plantes indésirables puissent y pousser. Alors donc, est-ce qu'on va avoir des plantes indésirables sur les talus ou il va y avoir de la plantation? Giovanni, qu'en est-il? Il n'y a pas de plantation comme telle. Il y a un mélange de semences qui a été fait, qui a été développé pour un petit peu représenter les différents secteurs du REM avec différentes couleurs. Donc, dans le secteur de Laval, il y a une couleur de semences qui a été développée avec les architectes paysagers qui va être mis en place. Et c'est une semence qui est justement faite pour la construction qu'on a mis en place, qui va coller sur les parois. C'est des plantes qui vont pousser à un maximum de 300 mm de hauteur, donc qui requièrent presque pas d'entretien et qui vont végétaliser l'ensemble des talus dans le secteur. OK. Et on pourrait dire, Giovanni, que c'est un mix de plantes, c'est ça? Oui, il y a différentes espèces qui sont mises dans le mélange de l'ensemencement. Il y a du gazon à la base pour être capable de faire le vert, mais il y a d'autres types de plantes qui sont mises, des espèces qui ont été choisies par les experts pour être capable de mélanger et de donner une certaine couleur différente dépendant du temps de l'année. Donc, c'est ça ce qui est souhaité au final. Merci beaucoup. Merci pour votre question, M. Sigouin. La prochaine question, celle de M. David Hébert. Sera-t-il possible de monter à bord des trains durant la phase test? Alors là, vous êtes pressé, M. Je dirais que la réponse simple, c'est non. On est justement en phase test là, pour... donc, à ce moment-là, c'est extrêmement réglementé. Puis seuls les gens qui ont affaire dans le train sont dans le train. Bon. Alors, M. Hébert, il va donc falloir patienter un peu jusqu'à temps que le système soit bien rodé. Merci pour votre question. Cécile Lemieux de Sainte-Dorothée, est-ce qu'il y aura des stationnements au bout de la rue Gravelines, qui est maintenant en cul-de-sac? Alors, Giovanni, est-ce qu'il y aura des stationnements au bout de cette rue?
Bon, l'ensemble des stationnements qu'il y avait avant l'arrivée du REM vont rester en place. Donc, il y avait un stationnement de part et d'autre, un sur Antoine d'Almance et un autre stationnement qui était de l'autre côté de la voie. Ces stationnements vont être maintenus même si les rues sont rendues en cul-de-sac. Merci beaucoup. Question de de Monsieur Roger Lagacé. Il va y avoir un trottoir sur la rue Chemin de Fer afin que les piétons puissent atteindre la gare de Sainte-Dorothée. Alors, Giovanni. Peut-être que je peux prendre cette question-là. Giovanni, tu compléteras si je me trompe, mais on est en discussion là, avec la Ville de Laval là, pour trouver les meilleures options pour que les tracés piétons soient sécuritaires. Donc, on est toujours en discussion là, pour voir quel va être l'aménagement du secteur. Merci. Effectivement, je n'ai pas d'ajout, Pierre, par rapport à la réponse de Mme Michel. Alors, question de Mme Martine Charbonneau. Bonsoir. Compte tenu de la taille gigantesque de la station de la gare à Sainte-Dorothée, est-ce qu'il y aura des toilettes, cafés, dépanneurs, machines distributrices ou d'autres services? Ou finalement, c'est un simple abribus démesuré? Alors, donc, cette question de Mme Charbonneau, peut-être Marie-Michel, nous expliquer un peu comment les gares sont faites? Bien, il n'est pas prévu, là, effectivement, qu'il y ait des services aux différentes stations. C'est sûr que les stations peuvent sembler grosses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'accessibilité universelle sur l'ensemble du réseau. Donc, nos stations sont conçues pour accueillir des ascenseurs, des salles mécaniques. Bon, les ascenseurs, c'est sûr que ça prend beaucoup d'espace. Ensuite de ça, elles sont dimensionnées là, pour les salles mécaniques et tout. Je ne sais pas, Giovanni, si tu as d'autres explications à donner sur la taille des stations, mais c'est sûr que le fait qu'on installe des ascenseurs dans l'ensemble des stations, ça vient augmenter effectivement le volume des stations. Bien, c'est sûr, c'est pas juste un abribus un simple abribus démesuré. C'est sûr, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment avec un système mécanique de chauffage et de climatisation pour être capable d'assurer, comme vous comprenez, quand vous êtes à l'intérieur de la station a des portes palières au niveau des quais, donc vous êtes dans un environnement fermé jusqu'à temps qu'il y a l'arrivée du train. Donc, c'est un gros plus par rapport à ce qu'il y avait avant comme installation pour prendre le train. Ah oui, donc on comprend que si on veut faire attendre tout ce monde-là à l'intérieur plutôt qu'aux intempéries, bien, ça prend de l'espace. Alors donc, c'est ce qui explique, Mme Charbonneau, que ces stations-là ont un certain volume. Alors, merci pour votre question. Francis Pelletier pose la question de la fréquence. La fréquence est de 5 minutes vers Deux-Montagnes et 5 minutes vers le centre-ville ou 5 minutes aller-retour? Oui, peut-être juste préciser, en fait, si je comprends bien. Effectivement, là, disons qu'on prend le REM à Sainte-Dorothée, direction centre-ville. La fréquence en heure de pointe est aux 5 minutes parce qu'il y a juste une destination qui est Brossard, finalement, qui passe par le centre-ville. Si vous vous en allez vers Deux-Montagnes, là, à ce moment-là, disons que si on prend sur un cycle de 4 trains, il y en a 2 qui vont se diriger vers Deux-Montagnes, un qui va se diriger vers Anse-à-l'Orme et un qui va se diriger vers l'antenne de l'aéroport. Donc, sur 20 minutes, 2 trains vont être en direction de Deux-Montagnes, un vers Anse-à-l'Orme, un vers l'aéroport. Est-ce que, Pierre, ça fait du sens? Oui. Est-ce que ça veut dire que quand tu es sur le quai, le prochain train, tu dois vérifier vers où il s'en va avant de choisir d'embarquer dans ce train-là ou non? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est indiqué clairement, là. Donc, c'est comme ça, comme on voit dans les stations qui indiquent, effectivement. Ouais. Donc, des fois, il faut laisser passer un train. Ah, mais en fait, ce que je viens de vous dire, c'est pas vrai. Je me suis trompée parce que quand on est rendu à Sainte-Dorothée, effectivement, on a déjà passé l'embranchement vers l'aéroport et donc tous les trains perdent vers Deux-Montagnes. Donc, à 5 minutes vers Deux-Montagnes. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas vrai pour Sainte-Dorothée, mais ça peut être vrai ailleurs sur le réseau. Oui, ça peut être vrai ailleurs sur le réseau. Après ces embranchements, alors évidemment, il faut vérifier, là, comme dans le métro de New York ou dans des grands métros, le prochain train t'amène où tu veux.
Merci beaucoup, M. Pelletier, pour la question. Alors, j'ai question de L. Martin, c'est probablement Louis-Martin Beaumont. S'il y a des plantations mixtes pouvant pousser jusqu'à 300 mm, comment sera fait l'entretien? Autrement, il y aura un pied de végétation en permanence. Alors donc, Giovanni, est-ce que c'est des plantations qui nécessitent de l'entretien ou justement c'est des plantations qui ne nécessitent pas d'entretien? Comment ça marche? Bon, c'est justement le choix. Le choix a été fait pour avoir de la végétation qui se limite à une certaine hauteur et aussi qui va limiter l'entretien qui va être effectué sur cette végétation-là. Donc, avec ce qui a été choisi, l'entretien qui va être fait va être un entretien biannuel qui va être fait sur l'ensemble du tracé pour être capable de venir couper ou tondre ou maintenir qu'est-ce qui va pousser. Et c'est l'opérateur du train qui va s'occuper de faire ces travaux-là. Donc, les gens n'entendront pas des tondeuses à gazon toutes les semaines. Là. Non, effectivement. Donc, le choix a vraiment été fait pour minimiser l'entretien. Donc, le mélange spécial qui a été choisi, c'est vraiment pour avoir un entretien qui est biannuel. OK, et qui est un look naturel. Alors, merci pour votre question, M. Beaumont. Autre question de M. Bahaban. Bonjour, est-ce qu'il y aura des escaliers mécaniques dans la station Sainte-Dorothée? Et qu'en est-il de l'ouverture de la branche vers l'aéroport? Bon, alors, donc, escalier mécanique ou ascenseur ou les deux? Madame Paul, qu'est-ce qu'il y en est dans nos stations? Ça dépend des stations. Donc, à la station Sainte-Dorothée, Giovanni, est-ce qu'il y a des escaliers mécaniques ou seulement des ascenseurs? C'est seulement des escaliers puis ascenseurs. Donc escalier à jambes, non mobile. Escalier standard avec ascenseur pour être capable de changer de niveau par rapport à la station. On appelle ça des escaliers à bras, des escaliers qui ne bougent pas. Ça prend du jus de bras un peu ou du jus de jambe. Alors, donc, et il y a des ascenseurs aussi. Alors, autre question de M. Bahaban. Qu'en est-il de l'ouverture de la branche vers l'aéroport? J'imagine que quand est-ce qu'elle ouvre, cette branche-là? Ouais. La station de l'aéroport n'est pas construite par CDPQ Infra. En fait, elle est construite par Aéroport de Montréal. Avec la COVID, ils ont dû retarder un peu le projet, puis il est prévu qu'Aéroport de Montréal fasse une mise à jour bientôt sur l'ouverture de cette station-là. Okay. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions sur mon écran. Je veux juste être certain parce que vous savez qu'elles arrivent, elles me sont poussées. Là, donc là, je fais un petit peu de remplissage en attendant de voir s'il y a d'autres questions. Alors, j'en ai une de Marc Breton. Avez-vous un tracé pour la future piste de vélo vers Pierrefonds qui sauvegarde le peu d'arbres restants? Alors, est-ce qu'on a un tracé? Est-ce que ce tracé-là sauvegarde des arbres qui sont là en ce moment? Ben là, je pense qu'on parlerait d'un futur projet qui passerait justement sur l'ancien pont. À ce moment-là, c'est vraiment les municipalités qui vont être responsables de développer le projet de piste cyclable. Fait que ça sera vers eux, en fait, qu'il faudra se tourner là, pour cette question-là. Okay, donc, il faudra poser la question aux responsables municipaux. Merci, M. Breton, pour cette question. Mme Martel, pourquoi enlever l'escalier menant à Terrasse Fontenelle? Serons-nous encore privés de cet accès piétonnier pour les écoles, garderies jusqu'à la fin de 2024? Ah oui, ça, Giovanni, c'est l'escalier en bois, là. Tout à l'heure, vous disiez avant l'hiver. Alors, donc, Mme Martel se demande pourquoi. Effectivement. Donc, l'escalier a été mis en place pour assurer un accès temporaire durant qu'on effectuait l'ouverture permanente du lien de l'avenue des Bois qui se branche sur bord de l'eau. Faut comprendre qu'au final, il n'y a pas de lien piéton qui va assurer une descente de Terrasse de Fontenelle à l'avenue des Bois. Le pont piétonnier qu'on est en train de construire, c'est vraiment pour être capable d'atteindre le terminus de la station comme tel et non pour assurer un lien à l'avenue des Bois. Merci beaucoup pour le complément de réponse, Giovanni. Merci, Mme Martel, pour votre question. J'ai une question de François Bédard. Est-ce qu'un retard du tunnel ou de la gare de l'aéroport Trudeau entraînerait un retard dans la mise en service du REM 2 Montagne?
a un peu parlé de ça tout à l'heure, mais il est très précis, là. Si on a un retard là-bas, est-ce que ça nous met, nous aussi, en retard? Alors, Marie-Michel? Excusez-moi, je viens de réaliser que j'étais sur mute. Pour la mise en service de l'antenne de montagne, il est essentiel que le tunnel du Mont-Royal soit de nouveau ouvert. Donc, c'est intimement lié. Ceci dit, on peut commencer toute la période de test là, sans le tunnel du Mont-Royal, mais pour la mise en service, le tunnel du Mont-Royal doit absolument être terminé. Il n'y a aucun lien entre la station de l'aéroport et la mise en service de l'antenne de montagne. C'est deux dossiers complètement séparés. Donc, le tunnel, ça a un lien, mais pas. Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Bédard, de votre question. Madame Ménard, Carole, les méfaits de la pollution lumineuse sur les gens et les animaux sont reconnus. Le REM semble ne pas se soucier de cet important facteur, puisqu'il se ferme à tout changement d'éclairage intrusif, comme Giovanni nous l'a dit ce soir. Alors, qu'en sera-t-il de l'éclairage des gares? Serons-nous aussi victimes d'intrusion et de pollution lumineuse? Bon, alors, Mme Ménard, évidemment, Giovanni n'a pas exactement dit ça. Là. Il a quand même dit qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits aux rayons d'éclairage, mais parlons, disons, votre point de vue vous appartient, pas de problème. Mais qu'en sera-t-il de l'éclairage des gares? Alors, peut-être que Marie-Michel, tu pourras nous dire un peu comment c'est fait en général. Je vais tenter une première partie de réponse. Giovanni, n'hésite pas à me corriger, mais c'est sûr que tout ça a été évalué et étudié. Il y a deux éléments à prendre en compte, la sécurité des usagers à l'intérieur puis aux abords des gares. Et effectivement, après ça, l'environnement qui entoure la gare. Donc, il y a des façons de diriger les spectres lumineux pour éviter que la lumière se propage de façon trop grande, en fait, pour les riverains. Il y a des types de lumière qui sont utilisés, mais ça a effectivement été étudié pour chacune des stations. Puis, s'il reste des problèmes à la mise en service, on verra ce qu'on peut faire pour s'ajuster. Et effectivement, ce n'est pas toutes les stations qui ont le même voisinage non plus. Là. Il y en a qui ont de la très immédiat, il y en a d'autres c'est plus loin, il y en a qui ont des bandes d'arbres. Alors, il y a des ajustements selon les circonstances. C'est ce qu'on comprend. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre question, Mme Ménard. Alors, j'ai une autre question, celle de Carole Lalonde. Y a-t-il une date officielle de la fermeture du passage piétonnier en bois? Donc, Dominique, vous avez dit avant l'hiver. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis que ça? Je n'ai pas de date officielle, mais je vous dirais possiblement d'ici les 2 premières semaines de novembre. Donc, probablement d'ici les 2 premières semaines de novembre. Oui, exactement. Il y a des travaux qui sont prévus sur Terrasse de Fontenelle pour être capable de faire les travaux de pavage pour la couche finale dans la première semaine de novembre. Donc, une fois que ces travaux-là sont complétés, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se préparer pour la période hivernale et enlever les escaliers. OK. Donc, avant les premières chutes de neige. Merci beaucoup. Martine Charbonneau pose la question, quel sera le point de correspondance au départ de Sainte-Dorothée vers l'aéroport? Est-ce qu'il y aura une coordination des horaires à ce point de correspondance? Donc, dans le fond, comment on va rendre à l'aéroport? À partir de la station Sainte-Dorothée, dans le fond, on prend le REM en direction de la Rive-Sud et il faut débarquer à la station Bois-Franc. La station Bois-Franc, ça permet de faire une correspondance avec les lignes de train qui viennent vers la Rive-Sud et qui se rendent soit à Deux-Montagnes, soit à Anse-à-l'Orme, soit à l'aéroport. Donc, c'est à cette station-là qu'il faut faire le lien un peu pour les gens qui sont familiers là, à Lionel-Groux, à Montréal, où on débarque du quai de la station de la ligne orange, puis ensuite de l'autre côté du quai, c'est la ligne verte. Donc, il n'y a pas... c'est une connexion qui est directe, là. Il n'y a pas de longue marche à faire pour aller prendre un autre métro. Donc, pour ce qui est des horaires, ben, comme on a une fréquence très élevée, ben, il y a toujours quand même un REM qui va passer là, pour se rendre
en direction de l'aéroport. Oui, c'est ça. Donc, c'est la fréquence qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé de faire des coordinations d'horaire. Exact. Comme pour le métro. Il faut vraiment se mettre dans une technologie métro où quand on veut changer de ligne, par exemple à Berry-UQAM, ben, à cause de la fréquence, il n'y a pas de coordination nécessairement. La ligne orange et la ligne c'est verte ça. ne sont pas coordonnées, mais il y a toujours... Exactement. Merci beaucoup. Alors, merci de votre question, Mme Charbonneau. Question de Mme Mélissa Pigeon. Il sera possible de se rendre de la station Sainte-Dorothée jusqu'à Pointe-Claire. Oui, ben c'est exactement le même concept que pour la station aéroport. Donc, la station Pointe-Claire, se retrouve sur l'antenne Anse-à-Lorme, qu'on appelle aussi l'antenne de l'Ouest. Donc, il n'y aura pas de lien direct. Là, il faut vraiment se rendre jusqu'à la station Bois-Franc et prendre le prochain REM en direction de Anse-à-Lorme, tout ça à une fréquence assez rapprochée. Merci beaucoup et merci Mme Pigeon pour la question. Question de M. Robert Poirier, il est de Dollard-des-Ormeaux. Est-ce qu'un stationnement incitatif est prévu à chaque station et en particulier à la station des Sources? Alors là, on n'est pas exactement dans la bonne assemblée, mais si on a la réponse, ça va nous faire plaisir de vous la donner. M. Poirier, à cet endroit, il y a beaucoup de circulation, dit-il. Et y a-t-il un sentier pédestre sécuritaire qui est prévu? Merci. Alors donc, Marie-Michel, est-ce que tu as la réponse à cette question, même si c'est à des sources? Non, je suis désolée, mais cette information-là se trouve dans les fiches stations sur notre site web. Donc, monsieur peut aller consulter là, effectivement la fiche station de la station Bois-Franc. Je me souviens plus par cœur. Okay. Mais Giovanni semble avoir la réponse. Oui, peut-être, oui. Bon, la réponse à la question, c'est non, il n'y a pas un stationnement incitatif à l'ensemble des stations, mais oui, effectivement, il y a un stationnement à la station des Sources. Ce n'est pas un immense stationnement, par contre. C'est comme si Mme Paul avait utilisé son miroir pour envoyer la question à Giovanni. Alors, merci Giovanni d'avoir donné cette précision à M. Poirier. Est-ce qu'il y a un sentier pédestre sécuritaire prévu à ta connaissance? Ça, c'est un petit peu plus dans le détail. Ça, je ne pourrais pas répondre. Peut-être prendre en note la question et peut-être y répondre. C'est exactement ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Giovanni. Alors, merci, M. Poirier, de votre question. Vous voyez, donc, vous avez eu l'essentiel de la réponse, mais il en manque encore un petit bout. On va essayer de vous donner ça. Alors, Sabrina Billieras, je m'excuse, j'ai manqué le début de la présentation, mais quand est-ce que la gare de Sainte-Dorothée sera ouverte et opérationnelle? Alors, donc, on peut développer cette information-là pour vous avec plaisir. Marie-Michel, c'est prévu? À la fin 2024. À la fin 2024. Merci, Mme Billieras, pour votre question. Mario Terrien de Laval-sur-le-Lac veut savoir de quoi auront l'air les fils électriques qui seront installés au-dessus du pont Grand Moulin en comparaison à l'apparence pas très esthétique des fils dans le secteur Brossard. Alors, j'imagine que M. Terrien veut parler des caténaires, là, donc ce qui alimente les voitures de REM. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu, Marie-Michel ou Giovanni, de quoi ça aura l'air exactement? Ça aura de l'air de la même chose, effectivement, sur l'ensemble du tracé. C'est les fils qui permettent l'alimentation électrique des voitures. Puis, c'est le même design sur l'ensemble du tracé. C'est le même système sur l'ensemble du tracé. Merci beaucoup. Merci, M. Terrien, pour votre question. Alors, donc, je regarde le tableau des questions. Pour le moment, je n'en ai pas d'autres. Je fais comme un appel, un peu comme un encanteur. Là. Si vous en avez une, il est le temps de nous l'adresser. Profitez qu'on est là pour répondre à vos questions. On va dire trois bandes. Allez, donc j'en ai une. Celle de Rosendo. Non, elle est disparue de mon écran. Alors, attendez un instant, juste vérifier. Je n'ai pas d'autres questions. Oui, j'ai une question. Est-ce que le passage... Oups, elle est disparue de nouveau. Alors, excuse.
Donc, voilà, elle vient de réapparaître. Bon, alors, on s'excuse de ces problèmes techniques. Merci de votre patience. Donc, question de Rosendo Silvanetto. Est-ce que le passage piétonnier entre Terrasse de Fontenelle et l'Avenue des Bois va être retiré? Comment aurons-nous l'accès au terminus d'Exo pour prendre la navette? C'est une question à laquelle on a déjà répondu. Là. Je comprends peut-être pourquoi elle était là, elle disparaissait. Alors, Giovanni, est-ce que tu peux redonner cette réponse? Bon, effectivement, la réponse, c'est que les gens vont devoir un petit peu marcher plus de distance et se rendre jusqu'à l'intersection avec bord de l'eau et remarcher le long de bord de l'eau pour être capable de revenir vers l'avenue des Bois. Peut-être, Pierre, que dans le compte-rendu, on pourra mettre le lien vers le plan d'implantation qui explique tous les flux cyclistes et piétons là, pour clarifier la question. Merci. Alors, ça permettra à Rosendo Silvanetto de se faire peut-être une meilleure idée. Merci pour la question. Bernard Falmagne de Laval pose la question suivante. Au prix que la station Sainte-Dorothée a coûté, pourquoi n'avoir pas prévu des escaliers mécaniques, notamment pour les 65 ans et en plus des ascenseurs? Alors donc, qu'est-ce qui a fait ces choix-là, qu'à certains endroits, des fois, il y a ascenseur et escalier mécanique, des fois, c'est escalier à bras, là. Je faisais des blagues, mais est-ce qu'on a cette réponse sur les concepts de nos stations, Madame Paul? Je pourrais pas vous dire ce qui a guidé les choix d'aménagement. Là, il y a toute une équipe de conception qui s'est penchée sur les différents éléments. On pourra effectivement, à moins que Giovanni ait réponse, on pourra vérifier avec nos équipes de conception pour y répondre dans le compte-rendu. Giovanni, est-ce que tu le sais? Pourquoi il y a eu des choix? Il y avait certains critères pour chacune des stations, puis dépendant du volume de personnes et aussi de la différence d'élévation entre l'entrée de la station et le niveau des quais. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a certaines stations où ce que la distance à parcourir en termes d'élévation est plus grande, où ce que ça requiert des escaliers mécaniques avec l'ajout des ascenseurs qui sont partout dans l'ensemble des stations du Canada. OK, ben c'est logique, c'est pour des considérations probablement techniques et d'élévation. Mais M. Falmagne, pour vous rassurer quand même, je comprends que vous vouliez avoir les deux, mais il y a quand même pour toute personne qui a de la difficulté avec un escalier traditionnel, classique, toutes les stations sont dotées d'ascenseurs, donc elles sont toutes accessibles universellement, contrairement aux stations du métro où on est en train tranquillement de corriger cette situation-là où on avait des stations sans ascenseur. Alors, merci de votre question, Madame Maréchal. Pour ce qui est du déneigement pris en charge par le REM sur les érables et les peupliers, sera effectué par la Ville de Laval. Bon, alors, j'imagine qu'on veut démêler cette question-là. Qui est chargé du déneigement sur les érables et les peupliers, Giovanni? Bon. Il y a une réunion qui va se tenir avec la Ville de Laval justement demain pour un petit peu répartir les responsabilités. L'ensemble des rues qui sont occupées par les chantiers, donc la portion de rue des peupliers et des érables qui tombent à l'intérieur des zones de chantier sont entretenues par nous pour assurer l'accessibilité aux résidences des gens. D'accord, merci beaucoup. Donc, demain, puis par la suite, j'imagine que ces informations-là vont être communiquées. Madame Paul, est-ce que les conclusions de... Sur la responsabilité du déneigement, on pourra mettre ça dans le compte-rendu, effectivement. On pourra mettre ça dans le compte-rendu quand on aura le résultat de cette rencontre et des échanges avec la Ville de Laval. Merci beaucoup. Alors, François Beauvais pose la question de la relocalisation des espaces de stationnement qui sont cancellés à cause du terminus d'autobus. Il veut savoir où est-ce qu'ils seront relocalisés, ces espaces de stationnement cancellés. Oui, bien en fait, on a dû refaire un peu la conception là, de notre boucle d'autobus, puis de l'espace où les autobus vont attendre, en fait, là, dans tout le secteur. Fait qu'effectivement, là, au sud, il y a des espaces de stationnement qui vont être transformés en boucle de régulation qu'on appelle. C'est pour ça qu'on parle d'un nombre similaire de places de stationnement parce qu'on n'a pas encore le fin détail là, sur le nombre de cases précises restantes.
Donc, on est dans un ordre de grandeur là, autour de 900 places, là, alors qu'on était autour de, je pense, 940 ou quelque chose comme ça. Mais le chiffre pourra être précisé là, quand les travaux seront terminés, là, en fait. Merci beaucoup. Merci, M. Beauvais, pour votre question. Mme Ménard revient avec une question sur le manque de personnel, ce qui lui fait dire qu'il est pratiquement impossible de commander le taxi collectif pour nous rendre de l'île Bigra jusqu'à l'arrêt de la navette sur l'avenue des Bois. Alors, elle demande, pouvez-vous ajouter un arrêt à cette navette plus près de l'île Bigra? Oui, alors là, Mme Ménard, je vais vraiment vous référer à la Société de transport de Laval ou EXO. Là, je ne sais pas lequel des deux, en fait, gère cette navette de taxi collectif, mais il faut vraiment aller vers l'autorité de transport compétente. D'accord. Donc, Mme Ménard, je vous invite, là, si vous avez de la difficulté à trouver la ressource, à écrire à l'adresse REMinfo qu'on a mentionnée tout à l'heure et qu'on va mentionner, et on pourra vous aiguiller vers la bonne ressource. Monsieur Bernard Falmagne revient avec la question des ascenseurs. Il veut savoir combien il y en aura à la station Sainte-Dorothée, car il y a un fort volume de trafic aux heures de pointe. Alors, combien d'ascenseurs dans la station de Gévaudan? Donc, il y a 2 ascenseurs, un pour accéder à chacun des quais. Donc, il faut comprendre que l'entrée de la station se fait au niveau des rues. Donc, on va être capable de traverser d'un côté à l'autre, puis il y a un ascenseur pour être capable de monter soit sur le quai Est ou Ouest. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne, M. Falmagne. Merci pour votre question. Je ne vois, on arrive de toute façon vers la fin de cette assemblée, je ne vois pas d'autres questions, mais je vais refaire comme l'encanteur et appeler, comme on dit, une fois, 2 fois, 3 fois. On n'a pas d'autres questions. Il n'y a pas de gens qui se sont prévalus non plus, qui voulaient poser leurs questions à la caméra. Je veux juste bien m'en assurer. Judith, on n'a pas reçu de demande de gens qui voulaient sur la caméra. Il y en a une ou il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas, mais j'ai une autre question par écrit, donc de Roxana Vinatourou. Vous avez mentionné que toutes les places de stationnement avant le REM seront maintenues, mais 30 de places seront payantes. Ça veut dire que 70 seulement seront gratuits. Bon. Alors oui, donc je comprends tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura peut-être des places payantes à la journée ou au mois. Madame Paul, mais en même temps, vous avez dit qu'on ne veut pas que ça devienne du stationnement à long terme. Alors, pouvez-vous démêler ça un petit peu, là, le nombre de places versus les places qu'on avait dans le passé? Comme je disais, là, un nombre équivalent, le chiffre exact, on va devoir revenir là, une fois que la conception sera terminée. Effectivement, sur l'ensemble du réseau, on parle d'à peu près 30 des places de stationnement qui seront payantes. À la station Sainte-Dorothée, ça risque d'être environ l'équivalent, comme c'est le cas là, en fait au métro Longueuil, au métro Montmorency, dans d'autres gares de train EXO. Là, donc, on se colle un peu sur les pratiques là, dans la grande région métropolitaine au niveau des places de stationnement tarifées. C'est des places, c'est quand quelqu'un les veut pour plus qu'une journée, c'est ça? Ça sera possible de les réserver, je crois, à la journée, où il y aura aussi des gens qui pourront se procurer des passes mensuelles. Ah bon, d'accord. Mais tout ça, bon, tu sais, on va mettre la station en service à la fin 2024. Donc, c'est des questions qui sont en train d'être discutées, là. Puis, quand on reviendra pour parler de l'opération du REM, à ce moment-là, on aura tous les détails là, en lien avec ça. Merci beaucoup. Alors, Roxana Vinatourou, merci pour votre question. J'ai Sabrina Bellieras qui revient avec une question sur les ascenseurs. Elle veut connaître la capacité des ascenseurs. Est-ce qu'on la sait? Combien de gens qui entrent dans ces ascenseurs? La réponse
pas si simple, Pierre, pour cette question. Ça dépend toujours s'il y a quelqu'un qui va accéder à mobilité réduite. Puis le nombre de places, là, on a un nombre de pieds carrés de l'ascenseur, mais je n'ai pas le nombre exact de personnes qui peuvent rentrer pour utiliser l'ascenseur. Mais c'est quand même des ascenseurs de bonne dimension, Giovanni? Hein? Oui, c'est des ascenseurs qu'on appelle des walk-through. Donc, il y a une porte que tu peux rentrer puis tu sors de l'autre côté, là. Donc, qui sont vitrés. Donc, c'est quand même des ascenseurs qui vont servir pour être capable de monter des équipements qui ne servent pas aussi au REM, là. Donc, on avait des dimensions minimales à respecter pour chacune des stations pour être capable d'assurer une certaine fonctionnalité pour la station. Okay. On n'est pas dans des petits ascenseurs là, comme dans un bloc. Non, pas du tout. Désolé, Mme Biliera, si on ne peut pas vous répondre plus précisément, là, mais disons que c'est des ascenseurs de bonne capacité, mais la capacité variable selon s'ils sont à mobilité réduite ou non. Carole Lalonde revient avec une question sur le passage piétonnier. Elle demande pourquoi le fermer, l'escalier en bois, si le passage permanent ne sera ouvert qu'en 2024. Alors, encore comme expliqué, le passage final ne permettra pas aux personnes de Terrasse de Fontenelle d'accéder à l'avenue des Bois. Le passage final qui va être mis en place, c'est vraiment pour accéder au terminus de la station. Donc c'était vraiment une solution temporaire, Giovanni. Exact, effectivement, comme qu'on avait mis une solution temporaire pour être capable d'assurer un lien entre chaque côté du chantier l'année passée. Donc, on avait mis en place l'escalier pour être capable d'assurer une descente jusqu'à temps qu'on avait ouvert l'avenue des Bois qui connecte jusqu'à bord de l'eau. On a maintenu l'escalier jusqu'à maintenant là, pour le garder parce qu'on n'avait pas vraiment de presse à l'enlever. Mais maintenant, avant la période hivernale, il va être enlevé de façon définitive. Merci beaucoup, Giovanni. Merci, Mme Lalonde, pour le supplément d'information demandé. Calais-Drouin de Laval-sur-le-Lac. Pourquoi la rue des Érables ou les Érables ne peut-elle pas être complétée avant l'hiver? Alors, Giovanni, est-ce qu'on pourrait la compléter avant l'hiver ou on peut? Donc, malheureusement, on ne pourra pas la compléter avant l'hiver parce qu'on est tributaire à plusieurs facteurs qui sont hors de notre contrôle. Nous, on a procédé, après qu'il y a eu le changement de direction des barrages, nous avons procédé à une nouvelle conception du profil de la rue. Ce nouveau profil a été soumis aux compagnies d'utilité publique qui, eux, ont dû refaire une conception de l'ensemble de leur conduite souterraine. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement. Donc là, on s'affaire à donner un contrat pour être capable de construire ces infrastructures-là en fonction des nouvelles exigences du profil de la rue. Et le tirage de câbles va seulement être capable de se faire en début d'année prochaine. Jusqu'à temps qu'on n'a pas fait le changement entre la position des câbles actuelle et la nouvelle position des câbles, mais on ne pourra pas enlever les infrastructures et finaliser l'ensemble de nos travaux. Alors, Calais-Drouin, voilà qui répond à votre question. Merci de l'avoir posée. Alors, j'ai une dernière question, ça va nous rendre à 8 heures, là, comme prévu dès le début de cette rencontre. Question de Mme Mélissa Pigeon. Elle pose la question suivante. Malgré le fait que le REM est un train autonome, est-ce qu'il va y avoir de la surveillance humaine? Donc, vraiment dit, un train sans conducteur, mais est-ce qu'il y a des surveillants? Alors, Mme Paul, expliquez-nous donc ça un petit peu comment ça fonctionne. Oui, effectivement, il va y avoir la présence d'agents là, sur l'ensemble du réseau du REM là, qui vont se promener, qui seront présents à la fois dans les stations, dans les trains. Et puis, bien, évidemment, il y a tout un système de surveillance par caméra dans les trains. Il y aura toujours moyen de communiquer avec le poste de contrôle aussi là, à partir des voitures, puis de parler directement à quelqu'un, à la fois à partir des voitures et à partir des stations. Donc oui, il y aura une forte présence humaine sur le réseau. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui vient de s'ajouter, Giovanni. Peut-être que tu peux la prendre, celle de Calais-Drouin. Dans le contexte où nous avons donné un accès à notre terrain, quel est le nouveau profil?
Il est à Laval sur le lac. Est-ce que ça te... Pour moi, c'est une question qui est un petit peu difficile à comprendre, mais peut-être que pour toi... Non, mais je la comprends du côté, pas du côté barrage, mais de l'autre côté du barrage, il n'y a pas de changement au profil. Le changement du profil est vraiment près du point bas, en dessous de la structure. En remontant, il faut monter plus pour être capable de créer un nouveau profil de la rue du côté du barrage. OK. Alors, donc, voilà qui répond à la question Calais Drouin. Merci de l'avoir posée. Ça complète les questions qu'on a reçues ce soir. Elles ont été nombreuses. Je pense que ça témoigne bien de l'intérêt que vous portez à ce projet, qui est un projet majeur dans votre voisinage et pas juste dans votre voisinage, mais sur l'ensemble du territoire de la grande région de Montréal. Il y a peut-être d'autres questions qui sont entrées. Si c'est le cas, comme je le disais en début d'assemblée, on va y répondre dans un document questions-réponses qu'on va envoyer à l'ensemble des participants. Alors, ne vous inquiétez pas, là, si jamais il y a une question que vous venez d'envoyer ou pour laquelle on n'a pas eu l'occasion de donner une réponse, on va le faire. Si, entre-temps, vous avez d'autres questions en lien avec les travaux, vous pouvez toujours écrire à l'adresse suivante, info@rem.info. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier de votre présence nombreuse et de votre participation active. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions. Merci à nos deux conférenciers experts. Et merci à l'ensemble des gens de l'équipe de Nouvelle Ère et du projet REM qui ont participé à l'organisation de cette assemblée virtuelle. Alors, bonne fin de soirée tout le monde et je vous rappelle que vous pouvez inviter vos voisins et vos amis à regarder l'enregistrement de cette séance qui sera disponible sur le site web du projet REM. Alors, au plaisir et à bientôt.